Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est, entre autres, la fameuse réforme de la loi sur les langues officielles qui a retenu l'attention. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, cette réforme, évidemment, c'est attendu depuis longtemps. Je vais commencer avec Conrad ce soir. Qu'est-ce qu'il faut, je vous demanderai absolument, trouver dans cette modernisation de la loi sur les langues officielles? La première chose, je crois que ça indique que la langue va être vraiment un sujet de campagne électorale au Québec en 2021, s'il y a une élection cette année, et que les libéraux veulent absolument gagner plus de sièges au Québec parce que c'est la clé de la majorité. Ça indique aussi c'est une évolution dans la pensée de Justin Trudeau, peut-être à des fins politiques, mais on ne sait pas, parce que c'était le champion du bilinguisme officiel de son père et si on comprend bien, il a dit lui-même que si le Canada va rester bilingue, il faut absolument que le Québec soit d'abord et avant tout francophone et français. Et ça indique que le fédéral va pas dans la direction de l'asymétrie dans la loi sur les langues officielles pour reconnaître que le statut du français au Canada est plus menacé que le statut de l'anglais au Québec. Altia? Oui. Je vais aller tout de suite à Altia parce qu'on a plusieurs sujets. Vous attendez à quoi? Je suis d'accord avec tout ce que Conrad a dit. J'ajouterais que je pense que c'est aussi une bataille de juridiction. Je ne suis pas entièrement certaine que le projet de loi qu'on va voir vendredi ce serait la même chose s'il n'y avait pas eu cette menace du gouvernement du Québec d'assujettir les entreprises fédérales à la loi 101 au Québec, évidemment. Mais je pense que absolument, comme Conrad l'a dit, que c'est vraiment un enjeu électoral au Québec. Puis aussi, ça vient donner un autre peut-être point de démarcation entre les libéraux et les conservateurs, puisqu'on sait, je pense en fait que Joël Denis peut peut-être nous en dire plus, que le gouvernement fédéral aimerait aussi faire que ce soit plus qu'une politique de nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Oui, parce que Joël Denis, je veux vous entendre justement sur cette obligation qu'on attend de nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Bon, c'est vous qui parliez ce matin dans la presse que ça pourrait bloquer la nomination de juges autochtones. Est-ce que ça peut être une pilule difficile à avaler? En fait, la décision a été prise au cabinet. Ça a été entériné par le cabinet, cette nouvelle politique. Donc, on va faire en sorte que tous les juges qui seront nommés à la Cour suprême du Canada maintenant, dorénavant, devront être bilingues dès leur entrée en fonction. Il n'y aura pas de juge unilingue comme c'était le cas dans le cas du juge Moldaver qui avait été nommé par le gouvernement de Stephen Harper lorsqu'il était au pouvoir. J'ai obtenu, Esther, l'ensemble du document qui va être dévoilé demain. Et je peux vous dire que c'est assez costaud, très ambitieux même, je vous dirais, parce qu'il y a des objectifs pour attirer davantage d'immigrants francophones de l'extérieur du Canada au Canada et que ces immigrants viennent non seulement gonfler les rangs des francophones au Québec, mais aussi en milieu minoritaire. Donc, on veut garnir le poids démographique des francophones en milieu minoritaire et ça, c'est important. Et l'autre élément, on veut en chasser dans la loi sur les langues officielles le programme de contestation judiciaire pour éviter qu'avec un changement de gouvernement, elle soit abolie comme c'était le cas sous les conservateurs. Et on veut préciser que le mandat de Radio-Canada est de promouvoir et aider la cause et la culture francophone, non seulement au Québec, mais à travers le pays. Donc, c'est assez costaud, ambitieux. Ça peut paraître électoraliste, mais je pense que ça va avoir des conséquences importantes sur la survie, je dirais, du fait français au Canada et au Québec. C'est à suivre, évidemment. Maintenant, sur le projet de loi pour modifier le code criminel afin d'être plus clément face à la possession de drogue, ça a été annoncé aujourd'hui, ce jeudi. Conrad, vous avez justement écrit une chronique à ce sujet dans Le Devoir cette semaine. C'est un changement de cap quand même pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut voir ça d'un bon œil? Bien, c'est un pas dans la bonne direction par rapport à ce que les experts demandent depuis très longtemps, que la judiciarisation de la possession simple sert à rien et cause des problèmes. Et on a vu que le gouvernement de la Colombie-Britannique est devenu le premier gouvernement provincial à faire une demande précise pour que le fédéral aille dans cette direction, et sinon de lui octroyer le droit d'avoir une exemption à la loi
loi pour le faire lui-même en Colombie-Britannique. Donc, mais pour ce qui est, le projet de loi tel que déposé par M. Lametti ne va pas aussi loin que la décriminalisation et que pour ce qui est des peines minimales, c'est un peu, on voit la chose politique du projet de loi dans le sens que c'est les conservateurs qui ont été les supporters des peines minimales, mais les peines minimales ont déjà été déclarées inconstitutionnelles. Ouais. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça ne va pas satisfaire tout le monde. Oui, parce que Altia, c'est un changement de cap quand même par rapport aux conservateurs. Est-ce que C-22, ce projet de loi-là, va avoir l'appui d'une majorité de Canadiens? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Probablement que oui, je dirais, parce que c'est vraiment... je pense que les libéraux, même certains conservateurs, plusieurs conservateurs, je dirais, sont passés à une progression dans leur propre esprit, dans leur éducation. Là, je pense que la crise sur des opioïdes, ça a vraiment fait changer la donne pour plusieurs. Mais j'ajouterais quelque chose. Sur les peines minimales, le gouvernement les a pas toutes enlevées. Ils ont seulement enlevé pour les communautés qui disaient qu'ils avaient été, comme les communautés raciales, autochtones, qui avaient été affectées plus que d'autres communautés. Alors, c'est pas une décision idéologique comme telle. C'est pas une décision que les libéraux disent soudainement, on n'en veut pas, on croit pas du tout à ça, on croit pas que ça réduit les taux de récidive, on croit pas que on devrait barrer la pensée des juges puis qu'on laisse maintenant les juges juger. Il semblerait que c'est vraiment... c'est pas aussi idéologique qu'on aurait peut-être pu penser qu'il serait allé. Joël Denis, parce que Ottawa veut s'attaquer au racisme systémique, est-ce que les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui sont suffisantes? Bien, ça reste à voir, mais ça fait partie d'un problème que l'on voit, c'est que souvent, ce sont les personnes racialisées qui se retrouvent à être punies par les mesures sévères touchant les drogues, par exemple. Et donc, on retrouve de plus en plus, par exemple, des Autochtones, des gens de différentes races qui se retrouvent dans les pénitenciers pour avoir été en possession d'une petite quantité de drogue. Mais je trouve que le débat est quand même assez intéressant parce que les libéraux tentent ainsi de démontrer qu'ils sont véritablement un parti progressiste. Et tout ça, je pense, c'est avec une pensée électorale à l'esprit, parce qu'on veut définir le Parti libéral comme étant celui qui est plus près des préoccupations des gens, plus progressiste. Il y a eu là aussi cette semaine le dépôt du projet de loi sur les armes à feu, par exemple. Donc, on veut vraiment se démarquer du Parti conservateur, que l'on voit évidemment comme le principal adversaire lors de la prochaine campagne électorale, et garder les appuis qu'on a obtenus dans le passé des gens qui ont appuyé le NPD. Donc, ça fait partie, je pense, d'un préparatif électoral soigneusement élaboré de la part des stratèges libéraux, et on le voit avec les projets de loi qui sont déposés par les temps qui courent. Oui, bon, parlons-en justement du projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu. Certains ont eu l'impression que le gouvernement avait accouché d'une souris, je dirais, cette semaine, avec un programme de rachat volontaire des armes d'assaut. Donc, non pas obligatoire, mais volontaire, comme je disais. Conrad, est-ce que ce projet de loi vous semble assez musclé? Bien, c'est justement parce que Joël Denis parlait du désir des libéraux de se présenter comme un gouvernement progressiste, mais là, on voit il y a beaucoup de poudre aux yeux dans ce projet de loi sur les armes à feu et que d'abord, ils ont renié la promesse de faire un rachat des armes obligatoire. Et comme le projet de loi ne prévoit pas un montant, le problème, ça va être comme on l'a vu dans d'autres pays avec des rachats volontaires, c'est que si le gouvernement n'offre pas assez d'argent aux propriétaires des armes à feu, que ça rapporte rien, qu'il y a peu d'armes qui sont en fait retirées de la circulation. Les armes vont rester, on voit encore, même avec le projet de loi sur la semi-décriminalisation de la possession simple, on voit que les libéraux veulent qu'on ait la perception d'un gouvernement progressiste, mais il ne va pas aussi loin qu'un gouvernement progressiste irait. Oui. Bien, Altia, justement, le groupe Poli se souvient qui milite contre le port des armes à feu, a accusé le gouvernement Trudeau cette semaine de trahison. Est-ce que c'est une accusation qui vous semble justifiée? En
envers les libéraux? Oui, je dirais, parce que ça fait à peu près 3 décennies qu'ils nous font des promesses de ce sujet ici. Puis, le projet de loi qu'ils ont déposé cette semaine semble plaire à personne. Puis, pour les 2 autres projets de loi qu'on a discutés, c'est des projets de loi où on voit vraiment une direction en termes de politique puis aussi de politique partisane. Celui-ci, il semble pas faire de sens du tout. Alors, d'un côté, le rachat qui va pas fonctionner, qui est une promesse brisée, comme l'a mentionné Conrad. L'autre côté, c'est tous les trous. Là, on dit qu'on va donner aux municipalités le droit de bannir les armes à poing, mais Québec dit à l'unanimité, donnez-nous les pouvoirs pour qu'on puisse s'assurer que partout au Québec, on a la même politique. La Saskatchewan dit, on veut pas du tout que les municipalités ont le droit de faire ça. On leur interdit de faire quoi que ce soit. Bon, ça enlève toute l'idée que les libéraux avaient en premier lieu. Puis ils semblent avoir oublié qu'ils sont un gouvernement minoritaire. Qui va les appuyer? Les conservateurs ne vont pas les appuyer. Alors, le Bloc ou le NPD, mais c'est pas un projet de loi qui va plaire au Bloc du tout. Alors, est-ce que Jack Meeting va décider tout d'un coup qu'il va écouter aux gens comme Charlie Angus puis qu'il va supporter ce projet de loi-là? Probablement pas. Ça veut dire qu'il y a des fortes chances que ce projet de loi-là, il est modifié. Puis, tu sais, le point gagnant que les libéraux auraient pu avoir, ils l'ont pas du tout. Joël Denis? Moi, je vous dirais, ce projet de loi-là traduit le dilemme auquel est confronté les gouvernements depuis 30 ans, c'est-à-dire tenter de réconcilier 2 visions différentes, celle venant du milieu rural où posséder une arme fait partie d'un mode de vie, et en milieu urbain où avoir une arme est un peu un non-sens. Donc, on tente depuis les années 90 de réconcilier ces 2 visions diamétralement opposées. On n'y est pas encore arrivé et visiblement, le gouvernement n'est pas arrivé avec le projet de loi qui est déposé cette semaine. Bon, il nous reste à peu près 1 minute. Je veux vous entendre sur l'augmentation de la cadence dans la livraison des vaccins. Ça s'en vient, les vaccins. Conrad, l'impact sur l'ajout de politique à Ottawa. Jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a besoin que les vaccins arrivent au plus vite au pays? Énormément. Et que, non, on sent la frustration de la population de plus en plus. La semaine dernière, où la cadence des vaccinations a été vraiment au plus bas, il y a eu des jours où il y a eu 95 vaccinations au Québec. Mais le problème que le gouvernement va avoir, qu'à moins que, si le vaccin d'AstraZeneca n'est pas approuvé très bientôt, que même si on reçoit les 6 millions de doses de Pfizer et de Moderna d'ici la fin mars, on va avoir un retard quand même par rapport aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qui va rester substantiel. Et moi, j'ai des amis à Washington qui sont déjà vaccinés. Alors, et ils travaillent dans les écoles et tout ça. Mais là, je pense que cette comparaison va faire en sorte que les libéraux vont avoir beaucoup de difficultés. Althia? Oui, je suis d'accord sur le point de vue de comparaison. Le président Biden qui dit que tous les Américains peuvent être vaccinés à la fin du mois de juillet, puis nous autres, c'est au mois de septembre. C'est certain qu'il va y avoir une certaine frustration. Mais le premier ministre semble vraiment convaincu que les 6 millions de doses vont arriver avant la fin du mois de mars, et puis que tous les Canadiens qui veulent les vacciner vont pouvoir l'être avant la fin du mois de septembre. Personnellement, ça m'inquiète pas, mais je comprends les frustrations des gens, surtout les plus aînés, là, qui se sentent très vulnérables. Si ça a un impact sur l'élection qu'on pensait avoir lieu au printemps, je pense que c'est pas mal clair que c'est peut-être pas nécessairement les vaccins, mais c'est peut-être plutôt la 3e vague et les variants qui vont vraiment donner pause aux libéraux qui voulaient aller en élection. Joël Denis, justement, le mot de la fin là-dessus, sur la possibilité encore qu'il y ait des élections anticipées ce printemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous rappellerai que le printemps dure jusqu'au 20 juin, donc ça demeure dans le domaine du possible. Mais tout dépend évidemment du succès de la campagne de vaccination. Mais à cet égard, je suis assez optimiste que M. Trudeau va respecter les cibles qu'il a fixées et qu'il a répétées à maintes reprises au cours des dernières semaines. OK, donc, mais vous pensez toujours que c'est possible des élections ce printemps? Oui, ça demeure dans le domaine du possible. Et puis, tout le monde se prépare en fonction de ça. Et les stratèges du bureau croient que c'est la meilleure fenêtre, c'est ce printemps, ne pas attendre que l'économie se détériore davantage. Joël Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci, bonne semaine. Au revoir.
Dans la foulée de la modernisation de la loi sur les langues officielles, le Conseil du patronat du Québec a mené un sondage auprès de ses membres sur le français au travail. J'en ai discuté avec le président et chef de la direction du CPQ, Carl Blackburn. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, Mme Bégin. C'est justement dans ce contexte que le CPQ a mené une consultation auprès de ses entreprises sur le français comme langue de travail. Je vous demanderai d'abord quelles sont les grandes lignes de votre sondage. Qu'est-ce qu'il démontre exactement? Bien, à la lumière des résultats que nous avons obtenus auprès de nos membres, le français est en bonne santé au Québec. Le français est largement utilisé dans les espaces de travail, tant par les organisations à juridiction fédérale que par les plus petites organisations. Donc, il y a une volonté ferme des membres du CPQ de participer à renforcer, à protéger, à utiliser davantage le français dans le milieu de travail lorsque c'est nécessaire, mais en même temps, de tenter d'éviter une réglementation, une lourdeur administrative qui pourrait être imposée par le gouvernement du Québec en ce qui a trait des nouvelles mesures concernant la langue française. Oui, parce que justement, pour les plus petites entreprises, c'est un fardeau financier supplémentaire quand même. Un fardeau financier et un fardeau de travail, parce que à partir du moment où on doit se conformer à certaines règles, bien évidemment avec ces règles, certains processus, la lourdeur administrative, la lourdeur des processus, la lourdeur, je dirais, réglementaire, on le sait bien, lorsque les gouvernements, des fois, ont des bonnes idées ou des idées, lorsqu'il vient le temps de les mettre en application, ça peut être une lourdeur administrative pour les plus petites entreprises. Et c'est d'ailleurs ce que celles-ci nous ont mentionné dans le sondage. Donc, ce livre blanc d'Ottawa, pour revenir à ce dont on parlait il y a un instant avant de vous introduire sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, sera déposé visiblement prochainement. On sait que le Québec s'apprête aussi à renforcer sa loi 101. Quelle interprétation voulez-vous que les deux paliers de gouvernement fassent, je dirais, de votre sondage? Qu'est-ce que vous espérez qu'il va en sortir de ça? Bien, d'abord, que les deux gouvernements constatent que l'utilisation du français se porte bien dans les entreprises au Québec. D'ailleurs, une étude de l'Office québécoise de la langue française de 2010 à 2017 le démontre très clairement, où plus de 96 des services dans les entreprises se font en français au Québec. Donc, un 4 c'est quand même marginal. Et dans ce sens, tenter d'éviter un conflit linguistique qui souvent a lieu au Québec, tenter d'éviter ce conflit linguistique tout en étant capable et avoir la flexibilité de la part des gouvernements de supporter avec des moyens non compliqués les entreprises pour les accompagner dans l'amélioration, si on veut, de l'utilisation du français dans leur entreprise. Alors, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Et l'autre élément très important, selon nous, est les résultats sur la piètre qualité du français parlé et écrit au Québec. À titre d'information, plus de 53 des citoyens du Québec sont soit analphabètes ou analphabètes non fonctionnels dans leur quotidien, ce qui est un enjeu extrêmement important lorsqu'on regarde le virage 4.0, par exemple, ou la numérisation ou la robotisation des entreprises. On se doit de trouver une façon d'améliorer notre français parlé et écrit. Et dans ce sens-là, les gouvernements devraient davantage prioriser un angle pour favoriser l'utilisation plus largement du français et avec une meilleure qualité de celui-ci, tant au niveau parlé qu'au niveau écrit. Alors, on va voir évidemment éventuellement comment ça va être reçu par les gouvernements, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on se retrouve avec une volonté de réforme des lois sur la protection du français en entreprise, autant du côté de Québec que d'Ottawa, et ce en même temps, là, de façon quasiment simultanée. Est-ce que, selon vous, il y a une possibilité que les deux paliers de gouvernement s'entendent, même agissent, je dirais, de façon complémentaire dans ce dossier-là? On le souhaite ardemment. Et je dirais qu'à la lumière du sondage que nous avons dévoilé lundi, les entreprises le souhaitent ardemment. Comme je l'ai mentionné, on veut à tout prix éviter un conflit linguistique qui viendrait, en quelque sorte, miner la relance économique sécuritaire et durable auquel tous nous aspirons. Et dans ce sens-là, je pense que les données de notre sondage viennent démontrer que le français n'est pas en danger au Québec ni dans les entreprises. Au contraire, il est largement utilisé. Maintenant, comment peut-on, comme soit gouvernement du Québec ou gouvernement fédéral, apporter des pistes de solutions pour améliorer la qualité de celui-ci en tant de le parler ou de l'écrire? Et dans ce sens-là, on souhaite que les gouvernements puissent, oui, s'entendre,
mais ne viennent pas alourdir, je dirais, le fardeau administratif des plus petites entreprises et ni compliquer la réalité des entreprises sous juridiction fédérale qui sont déjà très largement en français dans leurs opérations au quotidien sur le territoire du Québec. Bon, on sait qu'un livre blanc, on verra évidemment pour la suite, vous dites on souhaite ardemment qu'il y ait entente, collaboration entre les deux paliers de gouvernement. On sait qu'un livre blanc, ce n'est pas un projet de loi, c'est une mesure de consultation. Est-ce que vous avez été consulté par Ottawa au CPQ? On a d'excellentes relations, entre autres avec la ministre Joly, qui est en quelque sorte responsable de ce dossier ici au Québec. Nous avons, mené notre consultation auprès de nos membres juste avant les fêtes. J'ai personnellement informé la ministre Joly de l'avancement de ces consultations et au cours des dernières semaines, nous avons effectivement échangé sur les enjeux que nous allions présenter. Et dans ce sens-là, j'espère que les commentaires ou les recommandations des membres du CPQ en lien avec le sondage qui a été dévoilé cette semaine pourront inspirer la ministre Joly dans le dépôt de son livre blanc, mais pourront également inspirer le ministre Jolin Barrette dans le dépôt de ce qui pourrait être une nouvelle loi pour renforcer l'usage du français, encore une fois en indiquant très clairement de notre côté que le français n'est pas menacé et très largement utilisé dans les entreprises au Québec et qu'on doit faire ce constat pour vouloir tenter de l'améliorer davantage. Carl Blackburn, qui est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir. Enfin, les familles des victimes de la tuerie de Polytechnique ont accusé le gouvernement Trudeau de trahison après qu'Ottawa eut annoncé que le programme de rachat des armes d'assaut prohibées sera volontaire pour les propriétaires d'armes et non pas obligatoire. J'ai recueilli les réactions de Heidi Ratchen du groupe Police se souvient. Bonsoir, Mme Ratchen. Bonsoir. On vient d'entendre Joël Lightbaum, qui salue d'ailleurs la contribution de Police se souvient dans le projet de loi C-21. De votre côté, quand même, vous avez été plutôt véhément sur les réseaux sociaux aujourd'hui en parlant de trahison de la part du gouvernement Trudeau. Pourquoi ce projet de loi C-21, c'est une trahison pour vous? C'est vraiment le meilleur résultat pour le lobby des armes à feu. Les promesses n'ont pas été respectées. L'ensemble des mesures, c'est des demi-mesures facilement contournables, facilement renversibles. C'est beaucoup de choses qui pourraient sembler positives, mais quand on regarde les détails, il n'y a rien qui change vraiment. L'interdiction des armes d'assaut qui aurait dû être complète va être partielle. Ça veut dire que les propriétaires légaux de ces armes-là peuvent les garder et vont les garder jusqu'à temps que le prochain gouvernement conservateur renverse l'interdiction, ce qu'ils ont promis de faire. Il n'y a rien sur les armes de poing autre que donner le fardeau aux municipalités qui ne le veulent pas. Et au niveau des drapeaux rouges, ça ne change rien. On a déjà la capacité d'appeler la police quand on croit que quelqu'un est à risque. Et ce que le projet de loi fait, il ajoute comme une voie supplémentaire, mais qui est plus compliquée, qui met le fardeau sur les proches d'aller en cours pour ordonner la police à retirer les armes, alors que c'est la police qui devrait le faire. Il le fait maintenant plus ou moins actuellement, mais les problématiques, c'est-à-dire les cas où il y a un risque, la police le sait, et ce qui se passe, c'est que la police permet encore à des gens à risque d'avoir des armes à feu, malgré les alertes. Alors, en regardant le projet de loi au complet, on est extrêmement déçus. Les familles des victimes de Polytechnique, mais aussi de d'autres massacres comme au Collège Dawson et à la Mosquée de Québec sont extrêmement dévastées et fâchées parce qu'on s'est fait avoir, on s'est fait promettre une interdiction complète, on l'a applaudi, les libéraux nous ont cités et pourtant c'est pas ça qu'ils ont livré et le reste des mesures, comme j'ai dit, c'est pas grand-chose, c'est conçu pour qu'ils puissent dire des belles choses, mais ça change rien ou pas grand-chose en réalité. Alors vraiment, le lobby des armes a gagné. Il a gagné du temps pour travailler pour faire élire les conservateurs qui vont renverser la mesure et il va devenir de plus en plus fort alors que les victimes, surtout celles de Polytechnique, sont épuisées après 30 ans. Donc, visiblement, là, vous êtes
extrêmement déçue. Je pense que le mot n'est pas exagéré quand je dis extrêmement. Mais il n'y a vraiment rien de bon dans ce projet de loi-là qui a été annoncé aujourd'hui pour Polly se souvient, rien? Donc, peut-être des petits détails là, qu'on aurait manqué, mais je vais vous donner un exemple. Nous, on a demandé depuis longtemps d'interdire les chargeurs qui sont modifiables. Donc, des chargeurs, on peut maintenant acheter des chargeurs de 20, 30, 50, même 100 balles, en autant qu'une petite vis qui bloque à 5 ou 10 selon l'arme à feu qui est utilisée. Mais ce qu'ils font les tueurs de masse, et il y en a 4 récemment qui l'ont fait, incluant celui de la mosquée et celui à Fredericton, c'est qu'ils enlèvent la vis. Donc, ils ont la puissance totale du chargeur illégal, facile à avoir. Au lieu d'interdire ces chargeurs-là, ben, ils ont juste ajouté une pénalité. C'est déjà illégal de les modifier, mais là, il y a une nouvelle pénalité pour les modifier. Alors, quelqu'un qui s'apprête à faire une tuerie de masse avec des chargeurs et il enlève la vis, une petite pénalité de plus ne va pas faire beaucoup de différence alors qu'il fait face à vie en prison s'il l'a pris, mais la plupart du temps, il se suicide. Donc, ça ne change en rien les tragédies qui sont commises à l'aide de ces accessoires-là. Comme à la mosquée, il n'y a rien dans ce projet de loi qui aura empêché ce qui s'est passé à la mosquée. Alexandre Bissonnette aurait pu garder son arme d'assaut. Il l'aurait enregistré comme d'autres de ses armes. Il aurait gardé son arme de poing. Il aurait gardé ses chargeurs modifiables puis les chargeurs de 10 balles pour son arme de poing. Donc, il aurait pu commettre le même carnage. Le projet de loi ne fait rien et c'est vraiment une insulte pour les familles des victimes. Ça n'aurait pas empêché non plus la tragédie de Polytechnique, évidemment, que vous avez vécu, Mme Einstein, de vraiment très près, là. Non, puis le premier ministre ou le ministre s'est fait demander comment ça leur a changé la tuerie à Dawson. À Dawson, l'arme était enregistrée, c'était une arme restreinte, une arme d'assaut, et la personne l'a regardée. Puis la seule chose qu'ils peuvent dire qui aurait changé, qui aurait empêché la tragédie à Dawson, c'est de dire que si les proches auraient alerté la police, il aurait pu intervenir. C'est déjà le cas. Le problème, c'est que les gens le font pas toujours il n'y a aucune garantie. On peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens et ils se rabattent là-dessus pour justifier leur projet de loi comme si c'était un progrès. Alors vraiment, je regarde ça d'un point de vue de longue haleine. Donc, les familles, les survivants, les témoins de tueries se sont battus pour 31 ans pour avoir un meilleur contrôle des armes, incluant surtout l'interdiction des armes d'assaut. Et à ce point-ci, si le parti au pouvoir qui a été élu sur une promesse de le faire n'est pas capable de tenir tête au lobby des armes, on a perdu la bataille cette fois et pour le futur. Le prochain gouvernement conservateur, c'est un cadeau là, pour le lobby des armes, parce que le prochain gouvernement pourra renverser facilement l'interdiction et toutes les armes qui demeurent complètement fonctionnelles, même s'ils n'ont pas le droit de tirer une balle légalement, pourquoi le permettre? Pourquoi pas les rendre inopérantes? Heidi Reichten du groupe Polly se souvient. Merci. Merci à vous. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.